La maltraitance infantile, c'est un fléau aux répercussions graves qui dépassent largement les blessures visibles. Comportant différents types d'abus physiques, que ce soit psychologiques, sexuels ou de négligence, elle affecte des millions d'enfants dans le monde, avec des séquelles durables sur leur comportement et leur bien-être une fois adultes. En tant qu'hypnothérapeute, nombre de mes clients sont de près ou de loin personnellement touchés par ce fléau que j'accompagne au travers de ma pratique. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet aujourd'hui. Mais en quoi consistent exactement ces violences? Quels sont les impacts à court et à long terme de la maltraitance infantile sur la qualité physique, mentale et sociale des enfants, puis des adultes qu'ils deviennent? Alors dans cette vidéo, on va explorer les formes de maltraitance, leurs signes et leurs effets en cascade tout au long de la vie. La compréhension de ces conséquences permet de mieux sensibiliser à cette réalité et d'encourager une action collective pour protéger les enfants. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter toutes les ressources générées par la Fondation Action Enfance sur la maltraitance infantile et la protection de l'enfance, que vous trouverez dans la barre d'infos. Alors commençons d'abord par définir la maltraitance selon l'OMS. Ce qu'est la maltraitance, donc l'abus ou la maltraitance à enfant, consiste dans toutes les formes de mauvais traitements physiques, émotionnels ou sexuels, la négligence ou le traitement négligent, ou les formes d'exploitation, dont commerciales, résultant en un mal effectif ou potentiel à la santé de l'enfant, à sa survie, à son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, confiance ou pouvoir. La maltraitance des enfants, c'est un sujet qui est difficile, mais essentiel à aborder. Nous parlons ici de toutes les formes de mauvais traitements qui nuisent au développement et au bien-être des enfants. Selon les observations institutionnelles mondiales de la santé, cela inclut la violence physique, émotionnelle ou sexuelle, ainsi que la négligence ou l'exploitation. Alors ces actes, ils peuvent porter gravement atteinte à la santé, à la dignité et au développement de l'enfant et du futur adulte. En d'autres termes, la maltraitance infantile englobe toutes les formes de violence pouvant impacter lourdement le développement physique, mental et émotionnel d'un enfant, puis d'un adulte qu'il deviendra. La maltraitance infantile peut survenir dans divers contextes, au sein de la famille ou dans l'entourage social. Ça peut être à l'école, dans le quartier, au sein du réseau amical ou même en ligne. Alors, quelles sont les différentes formes de maltraitance? Donc, les formes de violence infantile, elles sont variées et un enfant maltraité peut souvent subir plusieurs types de violences en même temps. On va les diviser généralement en deux grandes catégories, ces mauvais traitements. La première, ce sont les mauvais traitements par commission, dits par commission, c'est-à-dire générés au travers de comportements, d'actes volontaires et commis. Et puis, il y a les mauvais traitements par omission. Cela concerne tous les actes et les comportements inexistants, manquants, c'est-à-dire des absences de réponse aux besoins de l'enfant. Alors, qu'est-ce que le mauvais traitement par commission? Ce sont tous les actes ou les comportements volontaires qui causent un dommage avéré, donc effectivement commis volontairement, qui causent un dommage avéré, un dommage potentiel ou une menace de dommage
à l'enfant. On peut alors parler de violence. Et puis, concernant les mauvais traitements par omission, eh bien, ce qui est concerné, c'est un manquement aux besoins essentiels de l'enfant. Ça peut être besoin physique, besoin affectif, d'être réconforté, rassuré, dorloté, pris dans les bras. Un besoin psychologique, donc l'aider par exemple concernant une peur qu'il peut ressentir à un âge de sa vie, concernant certains types de relationnels, ou d'aller à l'école par exemple, ou certaines étapes d'expérience de sa vie, ou bien un besoin ou des besoins éducatifs de base, c'est-à-dire apprendre à parler, apprendre à écrire, subvenir à ses besoins de façon à ce qu'à un moment donné, il puisse devenir autonome. Ou bien d'un défaut de protection d'un danger, c'est-à-dire de ne pas le protéger d'une forme de danger potentiel ou avéré. On peut alors parler de négligence lourde, donc concernant des mauvais traitements par omission. On va rentrer dans le détail des violences, de ce qui est concerné, ce qui est considéré comme étant des violences, donc tout ce qui est commis par commission. Donc, on distingue 3 grandes catégories de violences faites aux enfants. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique et il y a la violence sexuelle. Concernant la violence physique, qu'est-ce qu'on entend par là? Les mauvais traitements physiques, ils incluent tout usage délibéré et non accidentel, donc volontaire, de la force contre un enfant, de telle manière que l'enfant soit blessé ou risque de l'être. C'est-à-dire frapper, ça peut être à la main directement ou avec un objet, de battre, de donner des coups de pied ou des coups de poing à l'enfant volontairement, de mordre, de brûler la peau de l'enfant, l'empoisonner, faire suffoquer, étrangler, quitte à arrêter juste au dernier moment avant que ça ne soit trop dangereux. Mais ça peut provoquer beaucoup d'effets négatifs au niveau cérébral en tout cas. De secouer, syndrome du bébé secoué par exemple, ou de l'enfant. Jeter l'enfant, noyer, tentative de noyade, fabriquer des symptômes, induire délibérément une maladie d'une certaine façon, en ne subvenant pas à ses besoins de soins ou malnutrition ou un certain nombre de choses. Réalisé volontairement. Ensuite, il y a deuxième catégorie de violence, la violence psychologique. Cette forme de maltraitance, elle prend en compte des actes qui sont en général répétitifs, comprenant les menaces verbales, l'isolement social, l'intimidation ou le fait d'imposer couramment à l'enfant des exigences déraisonnables, c'est-à-dire par rapport à son âge et à son niveau de développement, c'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité d'accomplir à son âge un certain type de travail par exemple, ou un certain type d'intensité, de concentration à réaliser une tâche en rapport à son âge par exemple. De le terroriser, de l'exploiter au travers d'un travail à effectuer qui n'est pas de son âge, parce qu'en France il est interdit de faire travailler des mineurs, de l'obliger à exercer la mendicité par exemple, ou encore de l'exposer au danger, c'est-à-dire de le faire travailler ou de le mettre dans un environnement où il y a un danger avéré auquel, par son âge, il ne peut pas répondre ou se prémunir de lui-même, sauf au travers de l'aide d'un adulte. Ça va être aussi à la violence, c'est-à-dire par exemple commise par un parent sur un autre parent ou sur un autre enfant. C'est-à-dire qu'il ne subit pas physiquement directement cette violence, mais par contre il assiste et il est témoin de violences
d'une personne sur une autre de façon régulière et répétitive. Ça peut être une fois, mais ça peut être plusieurs fois. Et notamment, ça arrive dans le cas effectivement de violences conjugales entre les parents ou d'un de ses parents qui subit de la violence de la part de son conjoint ou d'un de ses conjoints, etc. Ou commis sur d'autres personnes, son frère, ses frères et sœurs, etc. Il est à noter que l'abus émotionnel est systématiquement impliqué dans toutes les autres formes de maltraitance, hein, que ce soit par omission ou par commission, même si la violence psychologique peut arriver seule, et c'est considéré comme une violence. Et puis ensuite, troisième catégorie de violence, on va parler des violences sexuelles. Alors, les violences sexuelles couvrent toute utilisation du corps d'un enfant à des fins sexuelles. Jusqu'à un certain âge, l'enfant n'a pas de sexualité, même si au travers de sa découverte et de l'exploration de son corps, il va passer par des observations, des expérimentations avec d'autres enfants de son âge, peut-être des cousins, cousines. C'est ce fameux jouet au docteur pour pouvoir découvrir un certain nombre de choses. Jusqu'à un certain âge, on ne considère pas que l'enfant est consciemment capable d'accéder à une pratique sexuelle. Il s'agit d'une découverte de la sensualité, des zones qui génèrent et qui peuvent générer des sensations dans le corps, qui peuvent accéder à un certain plaisir. En dehors de ça, jusqu'à un certain âge, il n'y a pas de sexualité à proprement parler chez l'enfant jusqu'à un certain âge de l'adolescence. L'abus sexuel, il comprend le fait de forcer ou d'inciter un enfant à prendre part à des activités sexuelles, y compris la prostitution, que l'enfant ait conscience ou non de ce qui arrive. Et dans la plupart des cas, et selon son âge, il n'en aura pas conscience, même s'il peut ressentir que quelque chose n'est pas juste. Ce type de maltraitance sexuelle donc peut comprendre un contact pénétratif ou non, mais elles peuvent aussi inclure des activités sans contact, telles qu'amener les enfants à regarder des activités sexuelles, que ce soit directement en présentiel ou par vidéo de parents, de ses parents ou d'un de ses parents, ou de proches ou d'inconnus. Ça peut être aussi accéder à des vidéos pornographiques, ou alors, et comme aussi amener les enfants à regarder ou produire des images sexuelles. Donc pas des vidéos, pas des scènes particulières, mais des images à caractère sexuel ou bien aussi à caractère pornographique, mais aussi de les produire, c'est-à-dire de les mettre en scène, de les faire participer à la production de ces images, donc est considéré comme une violence sexuelle, ou bien encore à encourager les enfants à avoir des comportements sexuels inadaptés, sous-entendu pour leur âge, parce qu'on va considérer que jusqu'à un certain âge, il n'y a pas de conscience de la sexualité, et ensuite, bien après, jusqu'à un certain âge, ne sera pas en capacité consciemment d'opérer à un consentement éclairé de ce qui se passe entre lui et une autre personne ou un adulte. Voilà. Par ailleurs, il y a de nombreux enfants qui sont aussi exposés aux violences conjugales au sein de la famille, que ce soit comme témoins ou comme victimes, et ce qui constitue une effraction psychique provoquant le trauma. Donc il n'y a pas obligation de contact physique ou pénétratif pour qu'il y ait trauma. Ça peut être au travers de observations, de témoignages de certaines images, de certaines scènes, et dans ce cas-là, ça constitue une effraction psychique qui provoque le trauma. Alors, identifier
les dommages générés par commission et les séquelles. Comment le faire? On va prendre certains exemples là justement pour pouvoir développer ce qu'on entend par tous les actes générés par commission et puis quelles en sont les séquelles derrière. Donc, exemple de comportement volontaire pour chaque type de dommage lié à la maltraitance infantile. Donc, ce qui est considéré comme un dommage avéré dans le cadre des violences donc générées par commission. Dans le cadre de la violence physique, va être considéré le fait de frapper, de secouer, de brûler ou d'infliger toute autre blessure qui cause une lésion visible, que ce soit des ecchymoses ou des fractures, est un dommage avéré. Au travers de violences psychologiques, vont être considérées les insultes répétées, les humiliations ou expositions constantes à des disputes violentes. L'enfant, il peut alors développer des troubles de l'attachement, de l'anxiété ou de la dépression. Dans le cadre de violences sexuelles, est considéré comme dommage avéré toute forme d'agression sexuelle, c'est-à-dire des contacts forcés, une exploitation à des fins pornographiques. Et ce type d'acte provoque des traumatismes physiques et psychologiques durables. Ensuite, ce qui est considéré comme un dommage potentiel, dans le cas de violences physiques, vont être laisser un enfant dans un environnement dangereux sans surveillance, qui arrive régulièrement, je rappelle, comme près d'objets tranchants ou de produits toxiques par exemple, ou ne pas soigner des blessures. Le risque de blessure est présent dans ce cadre-là, même si elle ne se produit pas immédiatement. Donc dommage potentiel. Dans le cadre de violences psychologiques, vont être considérés dommages potentiels le fait d'ignorer systématiquement l'enfant ou le priver d'interaction émotionnelle ou affective, le considérer, voir comment il va, le réconforter, etc. Cette négligence affective peut nuire au niveau du développement social et émotionnel de l'enfant avec des impacts graves sur le long terme. Et puis, dans le cas des violences sexuelles, vont être considérés dommages potentiels le fait d'inciter ou suggérer à l'enfant d'adopter des comportements sexuels inappropriés ou le laisser exposer à des contenus pornographiques. Bien qu'il n'y ait pas nécessairement de contact direct là, vous voyez, cela peut gravement influencer le développement de sa sexualité. Alors, ce qui va être considéré maintenant comme concernant les menaces de dommages. Dans le cas de violence physique, une menace de dommage va impliquer menacer de blesser l'enfant ou de l'abandonner, sans passer à l'acte pour autant. Ça reste une menace. Mais le faire, cette menace délibérément. La peur et le sentiment d'insécurité peuvent gravement affecter l'enfant, sans qu'il ne subisse de blessures physiques immédiates. Et pour autant, la menace de dommage a un impact. Dans le cas de violence psychologique, c'est faire des menaces de représailles. Par exemple, si tu ne fais pas ce que je te dis, je te frapperai. Ou de retrait d'amour ou d'attention, je ne t'aimerai plus. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne t'emmènerai plus jamais chez tes grands-parents ou jouer avec tes amis, etc., etc., à tel endroit où je ne te ferai plus jamais à manger, par exemple. La peur de ces représailles installe une anxiété constante chez l'enfant
qui peut nuire à sa santé mentale. Donc un stress trop haut, donc qui génère une anxiété trop régulière, nuit à la santé mentale et à la stabilité émotionnelle. Ensuite, dans le cas de violence sexuelle, est considéré comme une menace de dommage le fait de menacer ou manipuler l'enfant pour l'inciter à garder le silence sur des abus antérieurs, ou lui faire croire que révéler des événements entraînera de graves conséquences pour lui ou pour sa famille. Donc dans le cas d'abus et de violences sexuelles, lui donner l'information, si c'est un proche, un grand-père, un père, une mère, un frère, peu importe, un oncle, une tante, de le menacer des répercussions derrière, de la honte qui pourrait arriver sur lui, du fait qu'il soit rejeté de la famille, que personne ne le croira, ou du mal qu'il pourra faire à ses parents ou à sa propre famille. C'est considéré comme une menace de dommage. Chacun de ces types de comportements a des conséquences durables, même si les effets ne sont pas immédiatement visibles. Et j'aimerais insister sur ce point. En prenant en compte leur gravité, les services de protection de l'enfance et les professionnels de santé peuvent mieux évaluer et répondre aux besoins de chaque enfant en danger et plus tard de l'adulte qu'il est devenu. Dans le cadre de l'accompagnement au mieux-être de la personne qui peut être proposée à ce jour, je peux témoigner que l'hypnose thérapeutique est un outil efficace pour la résilience des troubles émotionnels, physiques et mentaux issus de ces expériences de maltraitance. Alors on va aborder aussi, à côté et en parallèle des violences, ce qu'on appelle les négligences lourdes, donc tous les actes réalisés par omission. La négligence lourde, il faut la considérer aussi, elle fait partie de cette maltraitance. Elle est souvent chronique et elle implique des incidents répétitifs qui touchent au développement, à la santé et au bien-être de l'enfant. Donc il est à noter qu'elle est souvent chronique, c'est-à-dire que c'est pas une fois ou peut-être deux où c'est arrivé, parce que ça pourrait être issu d'un mal-être ou d'une situation de l'adulte, de sa figure d'attachement, c'est-à-dire d'une mère ou d'un père ou d'une personne qui prend soin de lui, qui peut passer une étape un peu difficile ou qui passe par une aide médicamenteuse qui le laisse un petit peu dans le flou et qui peut, ou un état dépressif ou autre, un deuil, et qui peut l'amener à temporairement ne pas être capable de pouvoir le soutenir, de pouvoir répondre à tous ses besoins directement. Là, on parle vraiment de négligence lourde associée avec une chronicité de ces incidents répétitifs, donc qui touchent au développement, à la santé, au bien-être de l'enfant. Il s'agit d'un échec persistant, c'est ça, la négligence lourde, un échec persistant à répondre aux besoins physiques et ou psychologiques de l'enfant, tels que par exemple lui procurer de la nourriture, lui procurer des vêtements adéquats et un abri confortable, chaud. Confortable veut dire aussi avec de l'eau courante, avec un espace pour son intimité, une chambre et un lieu dans lequel il peut se mettre et s'isoler et garder en fait son intimité, d'accord, en dehors de l'espace commun, en dehors de l'espace personnel de l'adulte ou des adultes. Protéger l'enfant d'un mal physique, émotionnel ou d'un danger, c'est-à-dire tout ce que la figure d'attachement génère chez l'enfant. Le soutenir, le prendre dans les bras, quand il faut le porter, l'emmener d'un endroit à l'autre, pour qu'il se sente aussi protégé par la carrure plus imposante de l'adulte, de sa figure d'attachement. Se sentir consolé quand il a peur ou quand il pleure, parce qu'il ne sait pas gérer émotionnellement et physiquement une situation. Un autre enfant qui lui a volé son seau, ou un autre enfant qui le ressent comme
venant générer beaucoup de stress en lui. Lui expliquer, lui apporter des ressources bienveillantes pour pouvoir lui proposer une réponse à une stratégie adaptée à la situation, de façon à ce qu'il n'ait pas peur quand il peut y avoir des ressources intérieures en lui, et lui expliquer que la façon dont il perçoit à ce moment-là les choses qui peuvent lui faire peur ne sont pas en réalité tout à fait dangereuses, puisqu'il est en capacité de pouvoir répondre d'une certaine façon. Donc c'est pouvoir lui apporter justement toutes ces réponses-là, bienveillantes, et à donc une stratégie beaucoup plus adaptée selon ses capacités, bien entendu, à la hauteur, au niveau de ses compétences réelles. Et lui assurer l'accès à des soins médicaux ou à un traitement lorsqu'il en a besoin. Ça peut être, oui, l'emmener chez le médecin lorsqu'il s'est cassé quelque chose ou lorsqu'il a fait une chute, lui faire consulter un spécialiste lorsqu'il a une difficulté, par exemple d'apprentissage ou de lecture, l'emmener chez l'ophtalmo pour pouvoir justement lui détecter ses capacités visuelles et accéder au parcours de soins pour pouvoir lui permettre d'avoir des lunettes adaptées à sa vue si c'est nécessaire, ou un appareil dentaire dans le cas de difficultés de santé, ou subvenir à une réponse d'accompagnement face à toute situation et besoin répondant à un problème de santé ou physique. La négligence, elle peut consister en un manque de réponse aux besoins affectifs et émotionnels de l'enfant. C'est-à-dire, ça peut être subvenir à tous les besoins essentiels, c'est-à-dire à la nourriture, à un toit sur la tête, une chambre pour avoir son intimité, des vêtements, de la nourriture, à manger, payer les factures liées à sa scolarité, par exemple, et à ses trajets, mais en parallèle de ça, ne pas du tout être présent, émotionnellement parlant, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'échange affectif, de contact, de réassurance émotionnelle, d'échange émotionnel dans le sens d'un accompagnement ou d'une possibilité d'accompagnement pour pouvoir aider à la gestion émotionnelle, sentir un sourire, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent valorisés, qu'ils se sentent accompagnés au travers effectivement d'un parent ou deux parents qui sont là pour l'encourager à persévérer, pour monter en compétences, pour l'aider à identifier des formes d'intelligence qui sont déjà installées en lui, donc pour l'accompagner. C'est le rôle de figure d'attachement. Ça peut être les parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être tout adulte qui prend soin et qui est responsable légal de l'enfant. Voilà, donc la négligence, elle peut consister en un manque tout simplement de réponse aux besoins affectifs et émotionnels aussi. Alors, quelles sont les séquelles de la maltraitance infantile ? L'importance de comprendre l'impact sur la santé physique et mentale. La maltraitance infantile, elle laisse des marques profondes, au-delà même des conséquences tragiques comme les décès, et malheureusement, il y en a. En effet, les abus et les négligences ont des effets en cascade, affectant la santé physique et mentale des enfants et des jeunes adultes, et puis des adultes par la suite. La vie affective et leur capacité à créer des liens sécures dans la relation de couple peut en être considérablement affectée aussi. Et je le vois dans les accompagnements et les consultations que je réalise. Alors les décès lamentables dus à la maltraitance infantile. Chaque année, selon l'OMS, environ 155 000 enfants de moins de 16 ans meurent à cause de la maltraitance et de la négligence dans le monde. En France, ce sont environ 80 enfants par an qui perdent la vie pour ces raisons. Beaucoup de cas restent malheureusement sous-estimés, et ce qui rend les chiffres probablement même sous-évalués. Alors quel est l'impact physique de la maltraitance ? Les abus physiques peuvent laisser des traces visibles,
comme par exemple des fractures, des lésions ou même des handicaps. Par exemple, le syndrome du bébé secoué peut entraîner des lésions cérébrales graves et des séquelles mentales à vie. Mais les effets physiques de la négligence, ils sont aussi importants. Par exemple, ce sont des soins médicaux qui ne sont pas fournis, ça peut être la malnutrition et les carences. Tout ça peut dégrader la santé physique de l'enfant avec des conséquences parfois irréversibles par la suite. Il y a un impact mental et psychologique aussi. Pour se développer, un enfant il a besoin de sécurité et d'affection. Lorsqu'un parent ou un proche devient une source de peur ou de douleur, cela affecte profondément son équilibre émotionnel. Les mauvais traitements perturbent l'image de soi, de l'enfant, et sa capacité à faire confiance, entraînant des difficultés à tisser des liens avec les autres. Des abus précoces et répétés peuvent causer des dommages émotionnels profonds et entraver sa capacité à vivre de manière autonome à l'âge adulte. Quelles sont les conséquences sur sa vie adulte en termes de santé, socialisation, éducation et affectif? Les séquelles de la maltraitance influencent souvent l'ensemble de la vie de l'enfant et du jeune adulte. Alors là, on va voir les principales séquelles. Tout d'abord, la difficulté de développement et d'apprentissage. La corrélation entre la maltraitance et un niveau scolaire plus faible que la moyenne a été établie à de nombreuses reprises. Les enfants maltraités ont souvent plus de difficultés scolaires, notamment en ce qui concerne la parole et le langage. Les séquelles au niveau de la santé mentale, traumatisme et comportements à risque. Les comportements intériorisés comme par exemple le retrait, la tristesse, l'isolement, la dépression, les tentatives de suicide, une ou plusieurs, les désordres alimentaires, les dépendances à la drogue, à l'alcool ou à la sexualité, et les troubles affectifs du comportement comme par exemple l'hyperactivité, l'agressivité, la violence envers autrui ou l'activité criminelle, liste non exhaustive, sont fréquemment conséquents à la maltraitance. Autre séquelle, les difficultés relationnelles. L'insécurité émotionnelle concernant les liens proches et physiques qui n'a pu se développer durant l'enfance grâce aux figures d'attachement peut avoir pour conséquence des troubles d'attachement. Génération de troubles et de types de relations insécures comme anxieux, désorganisés ou évitants, de type anxieux, désorganisé ou évitant, et des troubles sexuels aussi, qui entravent la capacité à ressentir du bien-être dans la relation intime de couple une fois adulte. Autre séquelle, la précarité sociale. Les maltraitances et les négligences subies durant l'enfance compromettent l'insertion sociale à long terme, à l'adolescence et à l'âge adulte. Pour les filles, la probabilité des grossesses précoces est nettement augmentée par rapport à la population générale, de même que les taux d'infection par MST. Et pour l'ensemble, on observe que les risques de chômage et de problèmes de logement sont également plus élevés dans le cas de maltraitance subie. Autre séquelle encore, la santé physique dégradée. Les enfants qui sont maltraités peuvent aussi connaître des problèmes de santé physique à l'adolescence, dus à des soins médicaux insuffisants pendant leur enfance. Une corrélation existerait aussi entre les mauvais traitements durant l'enfance et un état de santé physique dégradé à l'adolescence. Ça, c'est selon une étude longitudinale qui a été menée aux États-Unis en 2006 et en 2009. Et selon cette étude, qui prend en compte l'ensemble des violences, et pas seulement les violences physiques, plus un enfant a connu d'épisodes de maltraitance, plus son état de santé est susceptible d'être altéré à son adolescence et à l'âge
adulte. Il y a des facteurs aggravants. Plus la maltraitance survient tôt, dure longtemps et est infligée par une personne proche, donc plus la maltraitance survient et commence tôt, dure longtemps et est infligée par une personne qui est proche, c'est-à-dire un parent, un père, une mère, un oncle, un grand-père, quelqu'un de l'environnement proche, comme faisant partie des figures d'attachement de l'enfant, plus les effets peuvent être graves et prolongés. Ces éléments augmentent les risques de séquelles à long terme. Alors quels sont justement ces facteurs aggravants? Déjà, l'âge de la victime. Plus la maltraitance infantile est précoce et plus elle intervient tôt dans le processus du développement, empêchant donc de fait le bon déroulement d'étapes fondamentales, c'est-à-dire les schémas corporels qui s'installent, l'image de soi, la structuration du langage, etc. Ces étapes, comme elles ne peuvent pas être rattrapées par la suite, ou elles peuvent l'être, mais en tout cas, si elles ne sont pas rattrapées, les dommages causés peuvent être conséquents, voire irréversibles si rien n'est fait. Donc il y a possibilité d'accompagner au développement des formes d'intelligence cognitive, mais il faut que quelque chose soit fait précisément. Ensuite, autre facteur aggravant, la durée et la fréquence. C'est-à-dire plus les mauvais traitements sont infligés avec régularité, non pas une fois ou deux, mais très régulièrement, pas forcément rapprochés, encore que ça puisse l'être, infligés avec régularité et sur une longue durée, plus l'impact sur la vie et le développement de l'enfant sera lourd et est lourd. Et autre facteur aggravant, la relation de l'agresseur à l'agressé. C'est-à-dire que plus proche est l'agresseur, parent ou autre personne issue du milieu familial notamment, plus le vécu est traumatique et impactant. Alors il est l'importance de reconnaître les signaux d'alerte de la maltraitance infantile. Identifier ces signaux qui permettent de repérer un cas d'enfant maltraité, c'est pas si facile que ça. Tous les signes décrits précédemment peuvent avoir une autre explication ponctuelle aussi que celle d'un ou plusieurs types de maltraitance. Ça peut être un accident que l'enfant a subi, ça peut être des problèmes familiaux autres, ça peut être des difficultés scolaires, des troubles d'apprentissage, ça peut être une maladie physique ou psychique, ou ça peut être aussi des troubles de l'attention. Il peut y avoir aussi éventuellement, quand c'est identifié sur une période ou dans un moment isolé, pour origine en fait une surefficience d'intelligence. Alors comment en bref, en fait, les séquelles de la maltraitance infantile dépassent largement l'enfance et affectent profondément la vie de l'adulte en devenir. Sensibiliser à ces et détecter les signes de maltraitance sont des étapes essentielles pour prévenir et limiter ces impacts. Et cette vidéo, j'espère participer justement à ça. Alors, comment accompagner les traumatismes liés à la maltraitance? La maltraitance infantile, c'est un sujet grave et qui peut laisser des séquelles profondes chez les victimes. Et l'accompagnement pour surmonter les traumatismes liés à la maltraitance infantile peut être entrepris très tôt durant l'enfance, comme plus tard à l'adolescence et l'âge adulte. Mieux vaut tard que jamais. Il repose cet accompagnement sur des techniques thérapeutiques éprouvées qui visent à atténuer les symptômes post-traumatiques, restaurer l'estime de soi et rétablir la sécurité intérieure de l'individu. Elles impliquent des actions précises qui peuvent être engagées à différents niveaux
et aspects de l'individu qui vont amorcer le processus de réparation possible. Et ces techniques thérapeutiques, elles aident au travers de différents leviers, notamment à identifier et modifier les schémas de pensée négatifs générés par la mémoire traumatique enregistrée et agissante dans le subconscient, inconscient, comme la croyance en sa propre insuffisance ou le rejet par exemple, qu'on est systématiquement ou qu'on veut systématiquement nous rejeter, et de les déconstruire progressivement. Elle permet de développer des stratégies d'adaptation via des modes de fonctionnement plus sains et bienveillants et de détruire et de réduire plutôt les symptômes comme l'anxiété et la dépression. Elle consiste aussi en la réexposition progressive aux souvenirs pour réduire les réactions émotionnelles intenses associées au traumatisme. À retraiter les souvenirs traumatiques de manière plus adaptée, sans la charge émotionnelle intense. À libérer la charge émotionnelle du traumatisme stocké dans le corps, c'est-à-dire au niveau de la mémoire cellulaire, qui est en miroir de la mémoire inconsciente ou subconsciente. En l'expression non verbale des émotions, notamment pour les enfants. Explorer les impacts inconscients de la maltraitance et comment ils influencent les comportements actuels de soi-même. Améliorer la conscience de soi et la gestion des émotions. Alors, je vais vous donner quelques techniques clés qui sont reconnues pour leur efficacité dans ce contexte. Donc, les différentes approches thérapeutiques que l'on va retrouver et qui vont aider. Alors, il y a la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, cette approche, elle aide l'enfant ou l'adulte à identifier et modifier les schémas de pensée négatifs liés au traumatisme par des exercices de réexposition aux souvenirs. Elle permet de développer des stratégies d'adaptation plus saines et de réduire les symptômes comme l'anxiété ou la dépression. Il y a la thérapie EMDR, c'est-à-dire la désensibilisation ou retraitement par les mouvements oculaires. Cette technique-là, elle va utiliser les mouvements oculaires bilatéraux pour aider le cerveau à retraiter les souvenirs traumatiques. Et elle s'est révélée très efficace pour réduire les symptômes de stress post-traumatique. Il y a l'hypnothérapie. Et en tant qu'hypnothérapeute spécialisée dans le traitement des mémoires traumatiques, j'accompagne de nombreuses personnes ayant vécu de la maltraitance, violence, quelle qu'en ait été la forme. Et ma pratique de l'hypnose thérapeutique, grâce à la méthode que j'ai créée, offre un accompagnement holistique à la personne. Alors, ce que l'hypnose apporte, en tout cas celle que je pratique, c'est qu'elle permet un accès aux souvenirs traumatiques de manière sécurisée, un renforcement des ressources internes associées à une sollicitation corporelle, sensorielle, vibratoire de la personne nécessaire à la guérison, en même temps qu'une capacité de réexposition aux souvenirs pour en modifier la qualité de la charge émotionnelle. Donc voilà ce que va apporter l'hypnose thérapeutique. Ce qui va aussi pouvoir être aidant, c'est la pleine conscience et les techniques de régulation émotionnelle et relaxation. La méditation, par exemple, ou l'état modifié de conscience, et l'hypnose thérapeutique ou l'auto-hypnose, et notamment j'ai créé un cours, un enseignement qui vous permet d'accéder à ce que j'ai appelé établir le canal. C'est un état méditatif bien ancré qui vous permet d'accéder justement à un état de bien-être, une ressource intérieure qui fait partie de vous. Tout cela aide à vivre dans le moment présent et à observer les émotions sans s'y accrocher et à réduire les symptômes d'anxiété. Les exercices de respiration et de relaxation musculaire qui sont contenus dans ces approches aident à se reconnecter à son corps de manière apaisante. Il va y avoir aussi les thérapies par le jeu et l'art-thérapie. Pour les jeunes enfants,
la thérapie par le jeu offre un moyen d'expression non verbale qui permet de traiter les expériences traumatiques dans un cadre sécurisant. Quand ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire, qu'ils ne savent pas consciemment associer à un mot ou un contexte de phrase ce qu'ils ont expérimenté, ça leur permet de le faire. L'expression artistique peut aider à extérioriser les émotions difficiles liées au traumatisme et à développer de nouvelles perspectives. Le jeu, le dessin, la peinture ou le théâtre permettent aux enfants d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas verbaliser. C'est aussi valable pour les adolescents et les adultes. Les thérapies corporelles et psychocorporelles vont aussi être des approches thérapeutiques intéressantes. Les thérapies basées sur le corps, elles permettent de relâcher les tensions accumulées dans le corps et d'améliorer la régulation émotionnelle. Le yoga, par exemple, ou l'équithérapie, aide aussi à se reconnecter à son corps en douceur et à retrouver un sentiment de contrôle. Pour ceux qui ont subi de la maltraitance dans un contexte familial, une thérapie axée sur les relations peut aider à guérir les blessures d'attachement et à reformer des liens beaucoup plus sûrs. La thérapie familiale, par exemple, en particulier, permet de rétablir des interactions positives et réparatrices, et donc réinscrit des schémas positifs, manifestés et pratiqués chez l'enfant, chez l'adolescent, et qui vont prévaloir par la suite, et qui vont participer à son processus de guérison. Et puis, il va y avoir aussi une thérapie qui peut être très aidante, qui vont être les groupes de soutien et thérapies de groupe. Et donc les groupes de soutien et les thérapies de groupe permettent aux victimes de maltraitance de se sentir comprises, d'échanger des stratégies de résilience et de construire un réseau de soutien qui favorise la guérison collective. Notamment, vont permettre aussi d'aider au travers de mémoires d'humiliation et puis de honte aussi, qui ont pu être enregistrées, encodées au travers de ces maltraitances. Ils permettent, ces groupes, de rompre l'isolement et de partager des expériences similaires dans un cadre sécurisé. Donc ça peut aussi participer au processus de guérison. L'accompagnement par des thérapeutes spécialisés est essentiel, car chaque technique doit être adaptée au parcours de la personne et à son degré de résilience. Il est important de noter que chaque cas est unique et qu'une approche personnalisée, souvent combinant plusieurs techniques, est généralement la plus efficace. Donc ça peut être une technique, ça peut être une autre, et ça peut être une technique plus une autre technique. Par exemple, de l'hypnose, comme avec participation à un groupe, une thérapie collective, et associée par exemple à une technique corporelle ou psychocorporelle, par exemple. En cumulant des techniques thérapeutiques, les individus peuvent progressivement surmonter les traumatismes liés à la maltraitance infantile et retrouver un sentiment de bien-être, et voire plus. Ce que j'observe au travers des personnes que j'accompagne, c'est que ça les aide à développer des formes d'intelligence qui avaient été bloquées au travers de ces mémoires traumatiques et qui du coup, parce que tout cet espace intérieur s'est pacifié, eh bien aujourd'hui elles sont en capacité de manifester des compétences beaucoup plus facilement qui au préalable n'étaient pas disponibles en tant que ressources. Et donc leur vie s'en trouve à différents niveaux complètement transformée. Un suivi à long terme par des professionnels qualifiés est essentiel pour accompagner la guérison des traumatismes liés à la maltraitance infantile. Mais il est possible de faire quelque chose.